Alors... Si tu lis la définition de l'instinct maternel en 1971, donc il y a moins de 50 ans, tu liras ça. Une tendance primordiale qui crée chez toute femme normale un désir de maternité. C'est exactement ce que j'ai envie de répondre à ça. Perso, aujourd'hui en 2018, je connais masse de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et je connais aussi beaucoup de femmes qui aiment leurs enfants d'un amour sincère, mais qui ne ressentent aucun instinct maternel. C'est pas du tout quelque chose d'inné chez elles. Mais alors, pas du tout. Genre j'ai des copines, leur bébé est né, elles l'avaient sur elle après l'accouchement, elles étaient là. Ok, donc ça c'est fait. Reste une clope. Aujourd'hui encore, deux familles de pensée s'entretuent pour savoir si l'instinct maternel existe ou non. Certains pensent que même si l'amour entre enfant et maman est réel, est un vrai amour, c'est pas du tout inné et naturel. En gros, c'est ce qui arrive quand tu passes vachement de temps avec un bébé, et c'est aussi le fruit d'une construction sociale et individuelle. Si pendant des siècles avant toi, on t'a dit que tu serais heureuse quand t'aurais un bébé, t'as de fortes chances pour aimer ton bébé. Et d'autres pensent que c'est inné, que c'est dans les gènes, et que toutes les femmes vont ressentir l'envie d'avoir un bébé. Et que toutes les femmes vont l'aimer une fois que celui-ci sera né. Les femmes ont fait des centaines de choses improbables jusqu'à aujourd'hui en tant que mères qui peuvent laisser douter fortement de l'existence d'un instinct maternel. Il y a des trucs que j'ai lus qui m'ont fait marrer, d'autres qui m'ont fait pleurer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ces choses qu'on nous a forcés à faire en tant que mères au cours des dernières milliers d'années. Au Paléolithique, les femmes étaient des putains de rostas. On a retrouvé plein de figurines qui glorifient la maternité. Elles ont des seins énormes, un peu comme moi. Elles ont un ventre énorme, un peu comme moi aussi. Et elles ont des méga grosses fesses, comme Nicki Minaj. Il y a beaucoup d'historiens et d'archéologues qui pensent qu'à cette époque, tout le monde pense que la femme est la seule à l'origine de la grossesse. En gros, on pense que les babies naissent dans les éléments naturels, genre dans la roche, dans l'eau, dans les vents, avant d'être insérés dans le ventre maternel, comme par magie, par un souffle divin. Pourquoi pas une cigogne, pendant qu'on y est. Donc en gros, les dieux leur filaient un bébé préconçu dans le bidou, et on n'avait pas du tout conscience qu'il fallait des spermatozoïdes pour que la chose grandisse. Les hommes, à cette époque, n'avaient pas conscience qu'ils étaient nécessaires à la reproduction de l'espèce. C'est quand même hallucinant. Les premières sociétés humaines ont été matrilinéaires. Ça veut dire que tout le monde, en gros, avait le nom de la mère. Et les sols et les récoltes appartenaient à la mère et ça se transmettait de mère en fille. Il y a plein d'historiens qui ont prouvé que pendant des dizaines de millénaires, les rapports entre les sexes étaient équilibrés. Mais que s'est-il passé depuis ? Les hommes commencent à observer les animaux et ils découvrent leur propre baguette magique. Ils se rendent compte enfin du rôle de l'éjaculation masculine dans la reproduction de l'espèce humaine. Ce fut le début de la fin de notre ère de rosta en tant que meuf au gros sein et au gros bidou. Et là, l'humain, mais toujours dans l'exagération, un petit peu comme moi quand je parle comme ça, ils peuvent pas se dire on a besoin d'une femme et d'un homme pour faire un bébé. Non, ils se disent puisque ça n'est pas la femme toute seule qui fait des bébés, c'est le sperme, ça n'est que grâce au sperme, ça n'est que grâce à l'homme. Donc la femme on la garde parce que c'est bien pratique, elle a un ventre, tout ça, elle suce bien, bon ça dépend des femmes mais bon. Mais en gros on la garde comme enveloppe quoi, pour garder au chaud le sperme le temps que le sperme devienne humain. Conséquence, la matrilinéarité c'est fini, les enfants prennent maintenant le nom du père. Il a autorité suprême sur ses enfants et tant qu'on y est, sur la mère. On a retrouvé beaucoup de représentations où la femme est montrée que comme un réceptacle. On la représente en vase, en barque, comme un champ à labourer, mais aussi dans certaines tribus africaines on la représente comme une marmite. Merci. Selon Aristote, le sperme alimente le fœtus et est nécessaire pour avoir du bon lait. Il faut donc bien pratiquer les relations sexuelles et la fellation pendant la grossesse afin de façonner le fœtus avec du sperme divin. Et bon, si ça n'a pas lieu, la femme donnera naissance à un monstre. Ou bien une fille. Merci Aristote. Donc si je résume, dans un couple, si on avait une fille, on pouvait blâmer la femme de pas avoir assez sucé le mec. C'est un super cadeau. Il y a même un médecin suisse, Paracels, qui nous donne la recette pour pouvoir faire un bébé sans femme. Je vous la donne. Il suffit de mettre du sperme dans une jarre de verre, de mettre la jarre de verre dans du fumier bien chaud, nourrir le fœtus avec du sang et du sperme, et ensuite la créature deviendra un nourrisson vivant. Un vrai génie. Mais apparemment ça a chauffé personne cette technique. Hein. Parce que moi perso je connais personne qui a eu un enfant comme ça. Même Jésus, hein, même s'il est né dans du foin, à la base il était en mari. Pendant des siècles, on pensait que le choc des spermes dans le corps d'une femme pouvait créer des maladies. En gros, si une femme couchait avec d'autres personnes que son mari, ça pouvait provoquer l'éphantiasis chez son mari. C'est-à-dire un énorme gonflement des roubignoles. J'adore ce mot roubignoles.
Tout est inventé et créé pour dissuader les femmes d'aller coucher avec d'autres. Alors que j'encourage tout un chacun à avoir une relation ouverte. Mais c'est une autre histoire. Mais si ce n'était que ça, si ce n'était que l'histoire du choc des spermes, non, on les enferme. On veut qu'elles restent au foyer, au gynécée, au harem, pour qu'elles puissent rester au KLM à pondre des enfants. Avant, les femmes étaient censées accoucher, allaiter et puis c'est tout. Au XVIIe siècle, les papas prenaient toutes les décisions sur le sort de leurs enfants. La maman, quant à elle, soit elle était riche et elle abandonnait volontiers son enfant, elle l'envoyait en internat et elle s'en foutait complètement de ce qu'il advenait, soit la maman, elle était pauvre et en fait elle s'occupait de lui mais genre la base quoi. Elle se cantonnait à le nourrir de temps en temps et à faire en sorte qu'il meure pas quoi. C'est pas une vanne hein, c'est vrai, c'est prouvé. C'était pas du tout des monstres ou des bourreaux, c'est juste que l'éducation était comme ça. Une femme n'était pas censée aimer son enfant. Ça va pas non? Pendant des siècles, allaiter, c'était même pas la mode. Vives disait que si la mère prenait trop de plaisir voluptueux pendant l'allaitement, elle tuerait son enfant. En gros, il sous-entendait qu'elle prenait du plaisir sexuel en allaitant son enfant. Les médecins disaient même qu'allaiter, ça empêchait les relations sexuelles. Vous vous doutez bien que les femmes qui avaient de la thune les refilaient à des nourrices pour aller s'envoyer en l'air et commencer à s'impliquer en politique. Ça m'a beaucoup plu. C'était les femmes pauvres et les nourrices qui s'occupaient des bébés. Alors vous allez me dire, elles avaient l'instinct maternel. En vrai, bof. Vu comment les enfants étaient traités et mouraient en masse, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Pour ne pas qu'ils gigotent, on emmaillotait les bébés bien serrés dans des langes et on les accrochait à un clou pour pas qu'ils se fassent manger par les animaux de la ferme. Pratique pour passer la spie, mais extrêmement mauvais pour le corps du bambin. Au XVIIIe siècle, il se passe un truc de fou. On compte pour la première fois les gens en France. Et on se rend compte que c'est chaud parce que 18% des enfants de moins de 1 an crèvent par maltraitance ou par problème de santé. Ou peut-être parce qu'on changeait les langes des bébés seulement toutes les 2 semaines. Je vais pas vous donner de détails. Et donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de français et là, et seulement à partir de là, on demande aux femmes de rester avec les bébés, de les élever, de les éduquer et de les aimer. Là on démaillote les bébés, on commence à les câliner, à jouer avec eux, à faire des petits gousi-gousi, des petits areux. Et là seulement, au 19e siècle, un siècle plus tard, naît l'amour maternel. Réel, mais pas instinctif et pas naturel. Là tout à coup tout le monde commence à dire que les nourrices sont sexy, qu'il y a des images dans tous les sens qui montrent que quand t'es enceinte t'es une bombe sexuelle. Parce que tout un chacun sait que quand tu es enceinte, tu es vraiment au top de ta forme et de ta sexy attitude. En effet. Et tout ça là, ce fantasme autour de l'amour maternel et de la femme qui doit s'occuper des enfants à la maison, ça a eu 3 conséquences. La première, plutôt stylée, c'est que les femmes sont enfin responsables de quelque chose. Elles ont le pouvoir, mais dans la maison. Mais c'est déjà ça, elles ont un peu le pouvoir. C'est la première fois qu'on leur donne de la responsabilité, c'est la première fois qu'on leur donne de la valeur pour quoi que ce soit, depuis des millénaires. Et puis globalement, les enfants meurent beaucoup moins quoi. C'est vrai que quand tu t'en occupes, un enfant, globalement, il meurt moins que si tu le laisses accrocher à un clou. L'autre conséquence, c'est qu'on culpabilise les femmes qui veulent pas avoir d'enfants. On dit qu'elles sont contre nature. La troisième conséquence, c'est qu'on exclut totalement le rôle du père, qui est même pas le bienvenu dans les décisions pour les enfants quoi, qui est genre out quoi. En 1927, le philosophe Alain essaie de prouver que le père qui élève les enfants c'est contre nature. Et pour ça, il dit chasser, pêcher, dépêcher, construire, tel est le travail de l'homme. C'est magnifique. Tout le monde sait qu'en 1927, en pleine deuxième révolution industrielle, l'homme se nourrit principalement grâce à la chasse. Quant à la femme, son génie naturel, c'est d'élever et porter les enfants. En tout cas, moi, je suis prête. La conclusion de cette vidéo, c'est que oui, l'amour maternel existe et il est réel. Mais au vu de l'histoire, il semblerait qu'il est pas du tout instinctif ou naturel. Si ça s'applique pas à toute l'espèce, on peut pas dire que c'est instinctif. Il y a des femmes qui voudront jamais d'enfants, il y a des femmes qui aimeront jamais leur enfant d'un amour fou, et il y a des femmes qui vont accoucher, qui vont avoir aucun sentiment pour leur bébé et qui au fur et à mesure vont tomber folles amoureuses de lui. Oui, malgré les hormones comme l'ocytocine ou la dopamine, ça a des conséquences sur le corps féminin, mais ça ne dirige pas toute notre vie. L'immense question de la fin de cette vidéo, c'est est-ce que les hommes sont aussi capables de s'occuper des enfants de 0 à 6 mois? Et au vu de l'histoire et des recherches récentes, il semblerait que oui. Des études montrent et prouvent que c'est le parent qui s'investit le plus qui développe le plus d'attachement avec l'enfant, et pas du tout que la mère. Pour Elisabeth Badinter, il n'y a aucun doute sur le fait que les pères maternent aussi bien que les mères. L'éducation est différente, et ça a été prouvé, mais il n'y en a pas une mieux que d'autres. Et surtout, il n'y a pas moins d'amour chez les papas que chez les mamans. Au même titre qu'il n'y a pas d'instinct maternel, mais de l'amour maternel qui se construit, le papa aussi peut être en fusion avec l'enfant. Comme ça, maman peut aller tranquillement au ciné pendant que papa fusionne avec bébé. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si votre conjointe s'inquiète quand vous traînez avec votre enfant. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à votre cousine qui pense que 2 papas ça ne peut pas élever un bébé. N'hésitez pas à l'envoyer à votre copine qui se sent coupable de ne pas aimer à la folie son bébé. Abonnez-vous à cette chaîne. Sur ce, je vous laisse parce que moi, je dois aller prendre ma pilule.